Hello vous! Alors j'ai tâché de tricher avec un petit rouge à lèvres, mais je suis blanche comme un cul puisque ça fait une semaine que je dors 4 heures, parce qu'on a plein de trucs avec le nouvel appart et des journées de bâtard, mais je vais bien! Et forcément je vais bien puisqu'on se retrouve pour un favori du mois de mars. J'avoue que j'avais un petit peu peur de pas découvrir grand chose ce mois-ci puisque on va dire que mars-avril c'est un peu un moment compliqué. Je peux déjà ajouter en bon moment du mois de mars que j'ai les clés de notre nouvel appartement, enfin on a les clés de notre nouvel appartement, donc c'est un merveilleux moment, c'était super et on n'arrête pas depuis, mais la contrepartie de ça c'est que on n'arrête pas depuis, c'est-à-dire que on passe notre temps à courir, à aller dans des magasins de bricolage, dans des magasins de meubles, à aller à l'appart pour bricoler, pour monter les trucs, pour les fixer au mur, pour réceptionner les colis, Mars, c'était surtout la préparation en amont, donc commander les trucs, aller récupérer les clés, visiter les parties copropriété, machin, faire les papiers administratifs, donc plus de stress et de pression. Avril, c'est vraiment le déménagement. Donc là, typiquement, s'il y a un écho supérieur à d'habitude, c'est parce que mon bureau commence à être presque vide, hein. Il reste ce canapé et mon bureau, en fait. Voilà. Et 1 millier de trucs par terre, c'est bon, beaucoup de trucs par terre. Donc voilà, disons que pour mars et avril, je m'attendais à avoir une piquette au niveau de mes découvertes culturelles. Et en fait, pas du tout. Bon, avril, ça vient de commencer, donc je peux pas encore trop m'avancer non plus. Surtout qu'avril, c'est là que ça va être le plus fatigant, parce que c'est là où on déménage littéralement les choses. Mais mars, en tout cas, j'ai pas chômé. On va partir sur 3 catégories pour cette vidéo fave: livres, films et musique. Alors, pas de série, c'est pas parce que j'en ai pas vu, en fait j'en ai vu pas mal, mais j'ai vu pas mal de débuts de séries. Il y a eu un festival en ligne ce mois-ci auquel j'ai été invitée, et du coup j'ai regardé plein de débuts de séries qui vont pas tarder à sortir, et je pense que je vous ferai une vidéo consacrée à ça directement. Parce que mine de rien, j'en ai quand même vraiment vu beaucoup. Du coup aujourd'hui on se concentre sur la sainte trinité: livres, films, musique. Allons-y, let's go! Alors, pour les livres, j'ai pas chômé, ce mois-ci j'en ai lu une vingtaine, trentaine, j'oscille entre les deux puisque ça dépend si je compte les suites de manga ou pas, parce que genre à Jin j'ai lu 7 tomes, est-ce que je compte 7 livres ou est-ce que j'en compte un? Voilà, vous avez compris, c'est un ventre mou, mais en tout cas j'ai lu beaucoup. Et ça c'était une bonne surprise parce qu'honnêtement je vous dis, je ne pensais pas y arriver. J'ai sélectionné un top 3 de mes lectures coup de cœur avec un petit bonus, donc en fait un top 4. En numéro 1, Echo de Bianco et Almanza. Et cette fois-ci, j'ai pas dit Almanzo, je dis Almanzo parce que c'est le nom de l'amoureux de Laura dans La Petite Maison dans la Prairie, et là je l'ai pas dit, je suis fière de moi. Cet album, alors du coup je l'ai pas en main propre parce qu'il est déjà au nouvel appart, mais cet album que je vous affiche ici est une merveille, c'est une pépite, c'est une sublime découverte. Déjà, contrairement à d'autres qui peuvent exister, il est pas du tout chiche en illustration, vous en avez pour votre argent, il y en a partout, et elles sont magnifiques, d'une grande poésie à la hauteur du texte, c'est juste génial. On suit l'histoire de la petite fille qui est donc sur la couverture et qui va vivre plein d'aventures, et on va la voir évoluer dans le temps. Alors je crois que c'est du jeunesse, je le mettrai pas forcément dans les mains des enfants les plus jeunes, de toute façon c'est sûr, même vu la profondeur de la plume, ça me paraît compliqué. Je pense que malgré le fait que ce soit plutôt rangé en jeunesse, ça irait plus pour des adultes. Après, grands enfants peut-être, on va dire qu'il y a peut-être 2 niveaux de lecture. Il y a 3 petites peluches par exemple qui guident le personnage pendant un long moment, et je sais que ça typiquement les enfants les aimeront beaucoup. Après, tout le niveau de réflexion sur la maturité, la femme, la féminité, le passage de l'enfance à l'âge adulte, à la vieillesse, etc. Il y a une très très grosse réflexion là-dessus. Ça, je pense que pour un petiot, ça va le paumer. Et c'est normal, hein, parce qu'il est encore au tout début de l'âge, lui. Donc, je dirais que le début de l'histoire va bien pour les enfants, la suite pour nous. Les vieux, quoi. En numéro 2, Anne Devonley de Lucy Maud Montgomery. Pour le coup, celui-ci, c'était pas vraiment une surprise. J'ai lu le tome 1 du coup en février, et honnêtement je l'avais beaucoup aimé, mais je l'avais pas mis en favori. C'était une suite de plein de petites histoires très sympas, mais il est extrêmement condensé. On suit Anne, on va dire, de ses 8 ans à ses 12 ans, enfin même plus que ça. Non, même plus, ouais, de ses 8 à 15 ans, enfin c'est hyper long, en un seul livre. Et c'est que des petites anecdotes, on va dire, racontées quand elle rentre de l'école, etc. Donc c'est sympa, mais au final ça m'a fait comme avec la série. Si vous n'avez pas vu la série, regardez-la, il y a Anne with Annie sur Netflix, c'est une merveille. J'ai eu le même sentiment en fait, donc que pour la série. Le début, c'est sympa, mais ça saoule un peu, dans le sens, ouais bon, c'est une gamine un peu hyperactive qui a l'air un peu relou et qui se fait des états d'âme pour pas grand chose et qui fait plein de conneries. Un peu comme les malheurs de Sophie en fait, hein. Et la suite, Mamma mia, mais la suite c'est une merveille. Anne Devonley, c'est du coup Anne qui a 16 ans, qui est institutrice et qui vit des choses, toujours, hein, qui passe par plein d'émotions, qui évolue, qui apprend, qui grandit. Pour le coup, j'ai été 1000 fois plus sensible à la poésie de la plume dans ce tome-là que dans le premier. Même si dans le premier elle est déjà là celle-ci elle est plus construite dans celui-ci, je veux dire. Il y a plus de recherche, plus de finesse.
Les émotions du coup d'Anne me parlent plus, parce que forcément c'était une petite fille dans le premier qui faisait plein de conneries, de caprices, de machin. Là on est sur une jeune femme qui essaie d'agir au mieux et qui a une dignité et une grandeur d'âme qui est admirable. Donc ouais, non, pour moi ça a été une merveille. J'ai noté 3 pages de citations, je crois, dans mon petit carnet. C'était magnifique. Je vous le conseille à tous. Et il faut lire le premier, mais c'est pas un problème. Le premier est cool, hein. Juste que le premier... Bon, je me suis pas évanouie devant, quoi. Celui-là, j'étais en mode, oh là là, j'ai pas envie de le finir. C'était une claque incroyable. Et en vrai, quand tu le lis... Oui, j'en parle longtemps, mais c'est ma vidéo favorite, j'ai le droit. Quand tu le lis, t'as envie de croire, comme Anne, en la beauté, en la passion, en la vie, en fait. Quand tu lis ce livre, t'as envie de vivre avec un grand V, de te sentir vibrer. Et c'est génial, ce genre de lecture. Vivement le tome 3, je le lis pour le mois prochain. En numéro tertio, putain, je suis pas mal. Les étincelles invisibles de Elle McNichol. Pareil, j'en ai déjà parlé en update lecture aussi. Mais voilà, c'est mon petit numéro 3 chouchou. C'est un livre jeunesse. Honnêtement, de base, je m'attendais pas à grand chose. Et bah putain, j'ai été bien surprise. Pareil, j'ai noté plein de citations en rapport. C'est l'histoire d'une petite fille autiste. Petite fille, ouais, elle est au début de collège, donc elle est encore enfant on va dire, dans son comportement. Un peu comme Anne au début, tu vois, et donc c'est une petite fille autiste qui est à l'école et qui apprend que son village a tué des sorcières quelques siècles auparavant et aimerait faire installer une plaque commémorative en leur honneur. Et j'ai adoré ce bouquin. Alors il y a un bémol à mes yeux, c'est le personnage antagoniste, le méchant, qui est très poussé quand même dans le caractère. Je pense que c'est un peu trop pour être honnête d'ailleurs, mais ça ne change rien en fait que l'histoire en elle-même est géniale, les valeurs transmises sont très intéressantes. C'est une ode à la différence, à l'acceptation de la différence, à la beauté de la différence, et putain ça fait du bien. Et en dernier, je mets En apnée de Meg Grehan. Alors lui pour le coup je vous en ai pas encore parlé en update, mais je l'ai lu en mars, donc il rentre dans mes faves de mars. Je l'ai emprunté à la médiathèque, celui-ci. C'est l'histoire d'une petite fille, en CM2 je crois, qui tombe amoureuse d'une autre petite fille et qui se retrouve totalement perdue dans ses sentiments. C'est écrit en vers libre, c'est superbe, c'est vraiment superbe. Pour le coup, c'est aussi du jeunesse à fond, mais putain, qu'est-ce que c'est beau! Ah non, mais du jeunesse comme ça, moi je t'en lis tous les jours, hein. Et je suis très contente de l'avoir emprunté en médiathèque parce que ça m'embêtait un petit peu de l'acheter, parce que je suis pas forcément le public visé de base, vous voyez, je suis curieuse de lire ce genre de titre, mais je sais que c'est pas moi le public le plus adapté, on va dire, à recevoir ces messages-là, c'est pas à moi que ça fera le plus de bien, mais c'était une très très belle lecture. Alors moi, le vers libre, j'avoue que je m'en fous un peu, je l'ai lu comme un roman, quoi, hein, mais la forme était agréable et collait très très bien au personnage, c'était pas anecdotique que ce soit écrit comme ça en fait. La petite fille qui parle est hyper touchante et ouais, c'était une très très belle histoire et pareil, je vous le conseille, quel que soit votre âge. C'est aussi une belle réflexion sur la représentation de la différence. Je sais qu'en plus, je trouve que ça tombe plutôt bien que j'ai lu ça maintenant. J'ai vu qu'il y avait quelques débats, quelques sorties publiques de célébrités ou d'influenceurs ou de je sais pas qui disaient qu'il fallait pas parler de l'homosexualité aux enfants quand ils étaient enfants parce que ça allait pas les perturber. Tu crois que les enfants ils attendent de tomber amoureux, d'être en âge de comprendre la sexualité, etc. Enfin, tu tombes amoureux. Moi, je sais que mon premier amoureux, j'étais en maternelle. Et quand c'est des relations hétérosexuelles, ça pose aucun problème aux gens de sexualiser, de parler de ça. Oh, t'as un petit amoureux à l'école? Oh, s'il est dur avec toi, tu sais, c'est parce qu'il t'aime bien. Ça pose pas de problème, hein, aux parents de parler de ça. Alors pourquoi ça changerait de mettre amoureuse ou amoureux à la place pour un mec ou une meuf? C'est quoi le problème, en fait? C'est de l'hypocrisie pure. C'est juste que vous voulez pas. Vous voulez pas, ça vous dérange. Mais mettez-vous face à une glace et affrontez ça, faites pas payer ça aux gamins. Donc je trouve que avec ce type de débat-là, cette lecture tombait à pic. Parce que oui, quand on est enfant, et qu'on tombe amoureux de quelqu'un du même sexe, c'est bien de savoir que c'est normal. Et en fait, c'est pas popularisé dans la pop culture, quand vous regardez une série ou des dessins animés quand vous êtes enfant, vous avez pas de représentation de ça. Très peu en tout cas. C'est d'ailleurs le problème de Disney et que la communauté LGBT a du mal avec cette firme. C'est que justement, les enfants, s'ils ont pas des parents ouverts qui leur expliquent très tôt qu'il y a pas de problème, ou genre même qui vulgarisent le féminin masculin dans le langage amoureux, les enfants, pour peu qu'il y ait un ou deux homophobes dans l'entourage, très vite ils culpabilisent de ce type de sentiment et ils refoulent ça. C'est pas bon. C'est pas bon, puis ils méritent pas ça. Et typiquement, ce genre de livre, ça fait du bien parce que la petite fille, du coup, dans l'histoire, elle explique dans son journal qu'elle est perdue et qu'elle sait pas si c'est normal de sentir cette espèce d'attirance bizarre. Enfin, elle le dit pas comme ça, c'est une enfant, elle a des mots d'enfant. Mais je l'ai trouvé hyper bon comme bouquin et très pertinent par rapport au contexte social actuel. Voilà pour mes coups de cœur littéraires, en sachant que j'ai vraiment limité au dessus du panier, parce qu'honnêtement j'ai eu que des lectures hyper satisfaisantes, mais ça encore une fois je vous encourage à aller voir mon update lecture si vous voulez voir un petit peu mon avis sur tout mon mois de mars. Le prochain arrivera dans 1 semaine et demie je dirais à peu près pour la fin du mois de mars et le début d'avril, parce que j'ai quand même bien lu. On se fait un petit intermède musical, ça devrait aller assez vite.
J'ai pas eu de chansons solo qui m'ont bâmé plus que ça. À vrai dire, d'habitude, je découvre les chansons parce que je me mets Spotify en fond, en découverte de la semaine. Vous savez, ils ont une playlist là-dessus. Et je découvre souvent des trucs comme ça. Ou alors via TikTok. Mais en fait, j'ai absolument pas eu le temps de prendre, j'allais dire de prendre du temps, de flâner. Enfin voilà, j'ai pas eu le temps de mettre des trucs aléatoires comme ça, de découvrir, de me poser devant mon PC pour ça. Donc du coup, j'ai écouté juste ce que j'aimais beaucoup ce mois-ci. En chanson solo, je mettrais quand même, enfin c'est pas vraiment une chanson solo, mais l'album Heather, de la comédie musicale. J'ai écouté énormément Candy Store et Dead Girl Walking. J'en ai déjà parlé de ces deux chansons-là en favori de tous les temps, je crois, de comédie musicale. Mais voilà, ces deux chansons, c'est pas l'album entier, pour le coup, j'écoute que ces deux-là. Mais ces deux chansons que j'adore, qui sont hyper motivantes. Et le matin, en ce moment, je mets que elles. Avec Ne parlons pas de Bruno. Mais voilà, c'est tout et c'est des chansons dont je vous ai déjà parlé. Donc en soi, c'est pas vraiment des découvertes. Néanmoins, c'est des favoris. Un album, pour le coup, que j'ai fait tourner à plusieurs reprises, c'est 3 BO en fait. En premier lieu, la BO de Pinocchio. Pinocchio, alors pas le dessin animé, le drama. Parce que j'ai fini le drama et j'ai bien aimé. Et j'ai surtout aimé pour Ina, le personnage féminin. J'avoue que Dalpo, m'en foutais un peu. Mais j'écoute donc assez souvent la BO de Pinocchio et elle passe très très bien. Les chansons sont trop cool, la BO est trop cool. Et du coup, à chaque fois que je l'écoute, je suis en mode « Oh, c'est ce moment-là !» Donc voilà, j'ai quand même pas mal couiné devant ce drama. Et j'aime beaucoup beaucoup la BO. Même si à mes yeux, il y a une musique qu'ils ont pas mis et ça m'énerve, c'est celle où il y a... À un moment vers la fin, il y a une espèce de résolution de conflit et il court pour empêcher un truc et cette musique je l'ai trouvée géniale et elle est pas dans l'album donc je suis un peu deg pour ça. Mais bon, tout le reste est génial. Je me suis mise à écouter la BO de La Mélodie du Bonheur. Alors si vous connaissez pas ce film, je ne peux que vous le conseiller mais il est très long, hein. C'est plus de 3 heures. Enfin, ça semble rien dit comme ça, mais il est quand même très long et c'est génial. C'est avec Julie Andrews, celle qui fait Mary Poppins, qui joue une future bonne sœur qui va devenir gouvernante dans une famille où il y a un papa avec 6 enfants et elle doit s'occuper des 6 enfants et c'est génial. Alors c'est dans un contexte de guerre mondiale, c'est en Autriche et c'est du coup un mélange de légèreté, de douceur et d'amour avec les enfants et sa relation qu'elle a avec eux. Et la réalité en fait de la guerre qui vient toucher cette famille en sachant que c'est un film musical et donc la BO pour moi c'est une bulle d'air frais. J'adore m'écouter cette BO et ça faisait très longtemps, je suis retombée dessus totalement par hasard et ouais, bah je l'adore. Non, je sais comment je suis retombée dessus. Je crois que c'était une de mes modos, Scylla, qui stressait le matin. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, écoute-toi ça, ça va te faire marrer. Et j'ai repensé à la chanson, à une chanson en fait du film. Et du coup, je me suis réécouté l'album, ça fait 5-6 fois que je l'écoute depuis. Et en dernier, du coup, une dernière BO de film, Le Fantôme de l'Opéra. Je parle bien de la version du film parce que c'est une comédie musicale de base, hein, qui a été faite à Broadway. Et je l'ai vue sur scène d'ailleurs, alors pas à Broadway mais à Londres et c'était incroyable. Mais du coup, moi c'est la version du film que j'adore. D'ailleurs, je vous conseille ce film encore une fois, c'est une merveille, encore un film musical, mais... il est trop trop beau. Et si vous aimez les mecs dark avec des fêlures, vous allez adorer Le Fantôme de l'Opéra. Et en fait, je suis particulièrement attachée à leur voix, que je trouve vraiment vraiment sublissime. Et le problème, c'est que les versions sur scène, bah forcément, ça change à chaque fois d'une version à l'autre, et j'ai un peu de mal avec ça. En général, quand je trouve une interprétation que j'aime beaucoup, j'ai du mal à m'en détacher. Dans le même genre d'ailleurs, il y avait Les Misérables, donc vous savez le film, ils l'ont fait sur scène, à la base c'est pareil, c'est sur scène. Et il y avait une version qui était sortie pour les 25 ans, je crois, de l'existence de la comédie musicale, donc qui était uniquement sur scène. Sans mise en scène, juste vraiment des chanteurs face avec un micro. Et cette version, c'est pour moi la meilleure de tous les temps, mais elle est pas sur Spotify et je suis dégoûtée. Il y a celle des 10 ans, mais il y a pas celle des 25 ans. Grave. Bref, j'ai fait un aparté, mais du coup, Le Fantôme de l'Opéra, si jamais vous êtes curieux, il y a The Point of No Return qui est en 2 parties. Ne vous gourrez pas, sur YouTube, il y a 2 parties. Regardez les deux, vraiment. La deuxième, c'est la meilleure, mais il faut regarder la première pour comprendre. La chanson, je crois qu'elle fait 7 minutes, mais elle est incroyable. Et en ce moment, celle que j'écoute beaucoup, c'est la dernière. Enfin, l'avant-dernière, Down Once More, c'est quand le fantôme... emmène Catherine, enfin voilà, c'est la fin quoi. Et Catherine a un moment, donc Catherine c'est la fille, Catherine a un moment où elle gueule, enfin où elle lui envoie chier et c'est incroyable. Dans le même genre d'ailleurs, The Point of No Return, pas la reprise mais le premier est incroyable. Enfin voilà, écoutez, de toute façon, regardez ce film, voilà en fait, regardez ce film et puis choisissez vos chansons préférées après, mais c'est une claque, c'est sublime. Du coup en fait c'était une partie musicale un peu cinématographique aussi, hein, mais bon... Voilà pour mes écoutes du mois. Et enfin, je termine donc avec les films. J'en ai vu 11 ce mois-ci. Quasiment que des bonnes découvertes, à part Alerte Rouge de Dernier Pixar que j'ai vraiment pas aimé. Ils se sont chiés pour moi. Mais c'est une vidéo fave et pas une vidéo coup de gueule. Donc, j'en parlerai pas. De toute façon, à quoi ça sert de parler d'un truc que j'ai pas aimé, hein? Bon... Mais donc sur les 10 autres films, c'est quasiment que des bonnes découvertes, mais je vais quand même, encore une fois, citer le haut du panier, parce que sinon ça va durer 10 000 ans.
À vrai dire, les 3 films que j'ai sélectionnés en coup de cœur, c'est des films que j'ai découverts avec vous. En gros, tous les lundis à 20h30, je regarde un film avec vous sur Twitch. Donc, alors il faut avoir Amazon Prime, synchroniser Prime Video avec son compte Twitch, et du coup en gros il y a l'écran qui apparaît à la place de ma tête arrive au-dessus du chat, et on regarde un film ensemble. Et grâce à ça, bah du coup, tous les lundis, ça nous fait un film en plus dans notre culture générale, et grâce à ça, du coup, on découvre des fois des petites merveilles, et j'avoue que pour ce mois de mars, alors des fois on découvre des grosses merdes aussi, ça arrive, mais en tout cas pour le mois de mars, ça a été que des merveilles. Et mon top 3 du coup vient de Twitch. On s'est vu La Source des Femmes, que je mets en top 1, de Mia Ileanu, oui j'ai fait un papier parce que sinon je ne saurais pas le dire. Du coup ce film a été waouh, une superbe révélation. C'est un village où du coup les femmes doivent elles-mêmes aller chercher l'eau en haut d'une montagne qui est une grosse colline qui est hyper dure à pratiquer, et les mecs y vont pas parce que c'est l'usage en fait, et les femmes décident de faire une grève de l'amour, donc une grève du sexe, pour que les mecs se bougent le cul et créent une route où tout simplement aillent chercher l'eau aussi. Et en fait, c'est une très belle gestion des émotions. Parce qu'il y a des moments très durs, parce que il y a des hommes qui sont violents, il y a des hommes qui violent leurs femmes. Alors il y a un passage particulièrement où on le voit, mais c'est très court, et le lendemain on voit la femme rire et papoter avec ses copines. Et en fait j'ai trouvé que... Bon, je risque de parler un petit peu, sorry. Non, pas sorry, je risque de parler un petit peu. En fait j'ai trouvé que c'était extrêmement malin d'avoir fait ça. Parce que j'en avais déjà parlé, je crois que dans un bouquin que j'avais lu, La Servante écarlate. Le viol conjugal, c'est quelque chose qui est de plus en plus montré maintenant. Fait encore. Mais on en parle. On essaye d'en parler, en tout cas, de plus en plus, du fait que c'est pas normal qu'une femme n'a pas à se forcer parce que son mari a des besoins. Mon cul, il a pas de besoin. S'il veut jouir, il va aux toilettes, il se branle. Voilà. Désolé, je suis un peu vulgaire, mais à un moment, faut dire les choses. Ça m'énerve comme sujet. Et donc, du coup, on a tendance maintenant à pointer ça du doigt de plus en plus. Mais ça reste encore tabou, et... c'est encore très fréquent que des femmes de mon âge, ou des jeunes filles, ou des femmes plus jeunes fassent l'amour par obligation, pour pas que leur mec soit frustré, pour pas qu'il aille voir ailleurs, etc. Bref. Et en fait, pour beaucoup de femmes, c'est pas un traumatisme de se forcer. C'est normal. Ça fait partie de leur taf, en fait. C'est-à-dire que leur mec a envie... Bon ok, pense à autre chose, etc. Et ça, c'est la norme pour beaucoup de femmes, et ces femmes qui se forcent n'ont pas de traumatisme le lendemain quand elles vont en course, quand elles voient leurs copines, etc. C'est pas comme quelqu'un qui se rend compte, on va dire, de ce problème et qui du coup le subit. Et là, en fait, le viol conjugal, il est un peu montré de la même manière. On voit que le moment où cette femme subit les assauts de son mari dans le lit, elle le vit pas bien, parce que pour le coup, c'est vraiment... il la force vraiment, c'est pas elle pense à autre chose ou quoi, c'est vraiment, il la force, c'est un viol, y a pas de doute, tu vois. Et elle le vit comme ça, pour le coup, sur l'instant, ça se voit. Mais en fait, le lendemain, le fait qu'elle continue sa vie, qu'elle fasse ses bails, etc., qu'elle rigole, etc., ça montre que ça aussi, c'est banalisé. Et j'ai trouvé ça... en fait, ce moment-là, particulièrement... il dure pas longtemps, c'est même moins d'1 minute, je crois, en toute la séquence dont je vous parle. Donc vous empêchez pas de voir le film à cause de ça. Enfin, bon, après, selon vos sensibilités, je comprendrai. Mais en fait, c'est 7 minutes que j'ai trouvé très juste. Parce que c'est un tort de trop montrer que c'est un traumatisme pour toutes les femmes, etc. Parce que ça banalise et ça efface celles qui subissent et disent rien. Ça les invalide, en fait. Alors que non, ça reste un viol, et ça reste aussi grave. Et ces femmes sont tout aussi victimes que celles qui parlent. Simplement, on a tendance à ne pas les voir parce qu'elles se plaignent pas. Et je trouve ça, du coup, très très important à montrer, en fait. Pour que tout le monde le voit. Et le film en lui-même, en fait, je l'ai trouvé excellent. Il y a plein de passages très drôles. Vous voyez ce que je viens de dire, ça a pas l'air fun, mais il y a plein de passages très drôles, de sororité aussi, de passages très beaux chantés. C'est un beau voyage dans une autre culture. C'est aussi un très très beau message pour la religion. Parce que purée, la religion musulmane, on a tendance à nous la montrer vraiment d'une manière... pas spécialement agréable en général, on va pas se mytho, on est dans une culture qui a plutôt tendance à la pointer du doigt en mode c'est dégueulasse, c'est monstrueux, c'est machin, etc. Alors que non, c'est tout autant un message d'amour et de paix. Et là, pour le coup, les femmes défendent leur religion, mais elles les défendent aussi selon leurs opinions et selon leur liberté. Et à un moment, il y a un imam qui est qui parle aux femmes en espérant de base les convaincre d'arrêter leur grève de sexe parce que les mecs sont pas contents, quoi. Et en fait, les femmes le confrontent. Il y a aussi un très très beau moment où il y a un fils qui essaie de forcer à sa mère, enfin qui essaie de convaincre sa mère de porter le voile intégral. Et la mère le démonte, sans gueuler, mais elle le confronte, elle lui met le nez dans sa merde, elle lui cite le Coran en fait. Et en fait j'ai trouvé
Enfin, ça m'a donné envie de... Enfin, de toute façon, j'ai toujours eu une grosse curiosité pour toutes les religions. Une curiosité pure, on va dire. Enfin, pure. C'est nul comme mot, mais saine, on va dire. Tu vois, genre envie de m'intéresser à ce que des gens croient, en fait. Parce que même parmi vous, j'en ai plein qui sont musulmans et j'en ai plein qui me partagent un peu des fois leurs anecdotes, leur façon de vivre. Et j'aimerais... en fait, c'est comme quand vous me conseillez un livre ou quand vous me conseillez un film. J'ai envie de m'intéresser à ce qui vous intéresse et à ce qui compte pour vous. Et du coup, ça m'intéresserait énormément de connaître davantage les différentes religions, notamment la religion musulmane que je trouve très belle pour plein de choses. Et j'ai trouvé ça très cool que le film y montre que du coup, une religion de base n'est pas mauvaise. Alors oui, on le sait tous, mais là, la religion, elle est pas mauvaise. C'est certes un mec qui en tire ce qu'ils veulent pour la pourrir, mais de base, le texte est bon. Et ce que les gens en font peut être très bon, tout comme toutes les religions. Et j'ai trouvé cette espèce d'ambivalence-là hyper cool. Enfin voilà, c'est un film pour moi de sororité, de courage, d'abnégation, et il est très beau esthétiquement parlant. Il y a des passages vraiment superbes, les couleurs sont très belles. Enfin, ouais, non, c'était un très beau film. Et j'ai beaucoup parlé. En second, je vais mettre Only Lovers Left Alive avec Tommy Hiddleston à l'intérieur. Et Tilda Swinton. Ils incarnent tous les deux vampires, amants depuis l'éternité, qui vivent à la base sur deux pôles séparés de la planète, et le vampire mec est déprimé, dépressif, et du coup la vampire femme revient le voir pour le requinquer un petit peu. Alors personnellement ça a été un énorme coup de cœur, alors sur le chat pour le coup ça n'a pas été un coup de cœur général, parce que du coup c'est un film qu'on a vu à beaucoup, plus de 50, une centaine à peu près, je sais plus combien on était, non beaucoup étaient partis en cours de route, on était une cinquantaine à la fin. C'est pas un film qui a fait l'unanimité parce qu'il est très lent. Donc il y a pas énormément d'action, mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Je suis très sensible maintenant aux esthétiques de films. J'avoue que un réalisateur qui prend le soin de ses plans, de chercher une belle photographie, un beau jeu de lumière, une belle esthétique, moi je peux regarder un plan de 2 minutes qui est beau, juste parce qu'il est beau, tu vois. Donc forcément, moi, la lenteur du film ne m'a pas dérangée, parce que je l'ai trouvé hyper poétique, hyper beau, vraiment, mais beau de ouf. Donc voilà, à vous de voir, hein. Je vous conseillerais d'essayer, parce qu'en plus, les acteurs sont bons. En vrai, les notes du stream, parce qu'à chaque fois qu'un film se termine, on met des notes chacun. Les notes étaient pas mauvaises parce que l'esthétique, tout le monde l'a trouvé incroyable. Ce qui a fait que les moyennes étaient plus vers 12-13 pour beaucoup. C'était que ils trouvaient ça lent et c'était un peu fait chier dans l'intrigue, on va dire. Par contre, niveau esthétique et jeu d'acteur, tout le monde était d'accord pour dire que c'était génial. Moi, du coup, c'était plus un 16-17, il me semble. Et ouais, c'était un super moment. Donc c'était une très belle réalisation. Voilà, c'est mon film artistique du mois. Et en dernier, je mettrai Quelques minutes après minuit, qu'on a vu du coup il y a 2 semaines, je crois maintenant. Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était triste. C'est un petit garçon, pareil, très belle réalisation aussi. C'est un petit garçon dont la mère est malade, très gravement malade, et qui se réfugie dans son monde imaginaire pour affronter ses démons, ses peurs, de monde imaginaire symbolisé par un arbre géant qui raconte des histoires et qui essaie de le faire avancer sur son chemin. C'est un très très beau film. Ouf, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est dur. Je pense qu'il est trop choquant pour un enfant, pour le coup, celui-là. Vraiment, l'image de la mort, du deuil est très dure. Enfin, quand je dis enfant, je parle petit, hein, genre 7-8 ans. Je pense qu'il faut au moins avoir 10-12 pour pouvoir l'encaisser. Et encore, vu ma sensibilité, moi quand j'étais petite, je pense qu'il m'aurait trauma. Mais il est beau. Et je pense qu'encore une fois, c'est un film jeunesse, mais qui en tant qu'adulte fait un bien de dingue. Et c'était une merveille. Les personnages, les acteurs jouent très bien. L'esthétique est superbe, la BO est superbe, enfin voilà, tout est... Et attendez, parce que je vous ai pas dit, parce que du coup l'arbre vient et raconte des histoires pour faire une morale pour l'enfant à chaque fois. Les parties d'histoire sont des parties animées, donc dessins animés, et elles sont sublissimes. J'ai eu l'impression de jouer à Child of Light, pour ceux qui avaient vu les streams à l'époque, qui est un jeu très poétique aussi. Enfin voilà, c'était une merveille tant esthétique que narrative, et vous allez chialer, mais ça vaut le coup d'œil. Et du coup, comme j'ai fait un top 3 tiré de nos découvertes mutuelles, je tiens à faire 2 mentions honorables que j'ai vues au cinéma. Murder Party dans un premier temps, 2 films français d'ailleurs, attendez. Murder Party du coup qui raconte une sorte de Cluedo géant IRL, on va dire ça comme ça. Ce film, waouh, mais j'ai adoré. Les acteurs jouent super bien, l'intrigue est trop cool, assez prévisible sur certains trucs, mais j'ai quand même été surprise à la fin. Et surtout l'esthétique. Ah mais qu'on me dise pas qu'en France on sait pas faire de bon cinéma. Putain, ça fait du bien. Ah non mais un film qui a une recherche et une volonté de faire quelque chose de différent et d'assumer, ça fait putain du bien. Et c'était drôle. J'ai rigolé, genre fort, plein de fois. Il y a eu plein de moments où j'avais ah c'était bien. Ah c'était bien. Et ouais, franchement la patte visuelle est superbe. C'est différent, c'est rafraîchissant, c'est frais. C'était bien.
Voilà, allez voir Murder Party s'il est encore là, et sinon essayez de le choper en DVD quand il sortira, c'était vraiment cool. Et je citerai également La Brigade, que pour le coup j'ai vu la semaine dernière, de Louis-Julien Petit, si je dis pas de bêtises, et c'était très très bien aussi. Alors pour le coup, on est un peu sur une ambivalence de sentiments. C'est l'histoire du coup d'une femme cuisinière, je crois qu'elle est jouée par Audrey Lamy, si je me trompe pas d'ailleurs, je me trompe toujours sur son nom, donc je sais plus, je crois que c'est elle, qui est jouée par une cuisinière du coup balèze et qui n'a plus de travail et qui va donc devoir bosser en tant que cuistot, mais dans un foyer pour jeunes sans-papiers. Et du coup, au début, forcément, elle fait la gueule, surtout que de base, on peut pas dire que ce soit une nature spécialement ouverte et avenante. Et au final, elle s'attache aux gamins et elle les intéresse à la cuisine. Et le film et je trouve très bien dosé parce que il y a une partie qu'on regarde avec légèreté qui est drôle. On s'attache aux gamins, à leurs conneries, à leurs boutades, à leurs blagues, à leurs échanges. Le personnage d'Audrey Lamy est très drôle aussi parce que elle râle, elle lève les yeux au ciel, elle bougonne, mais au final elle est attachée. Et en même temps, il y a un message social évidemment très fort qu'on ne peut pas nier et qui met un peu le nez dedans. Et je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire parce que je pense aussi que c'est quelque chose qu'on peut reprocher à ce genre de film, hein, de faire peut-être de la sauce, enfin, je sais pas comment dire ça, mais de l'apitoiement, de trop vouloir faire de la socio, je sais, enfin pas de la socio, mais vous voyez, du social plutôt, voilà. Mais non, moi je trouve pas du tout, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est une réalité qu'on oublie en fait, c'est une réalité qui existe actuellement et qu'on oublie tous dans notre petit confort de vie et c'est tout à fait normal, c'est pas notre vie. Tu sais, c'est un peu comme si on nous dit oh là là, tu devrais manger ta soupe, il y a des gens qui meurent de faim. Oui, merci, ça aide bien, mais tu sais, tu peux pas te projeter dans une vie qui n'est pas la tienne. C'est humain, c'est normal, hein, c'est pas du tout un reproche ce que je dis. Mais c'est juste que c'est pas parce que ça ne plombe pas notre quotidien que c'est pas nécessaire que de se rappeler que ça existe. Et je pense que le film, il fait bien son travail là-dessus. Il fait vraiment bien son travail. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me hante un peu. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir ça dans ma vie, de pouvoir être dans une structure sociale qui me permettrait d'aider des jeunes. Alors, pas forcément sans papier, j'ai pas d'idée en tête, mais je sais que c'est quelque chose que j'aimerais faire de ma vie à un moment. Alors, pas maintenant, parce que maintenant, je suis un peu occupée, hein. Mais à un moment de ma vie, je sais pas combien de temps elle va durer ma vie, mais je sais que j'aimerais sincèrement et profondément faire ça. Je crois que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs plusieurs fois, mais ça fait partie de mes objectifs de vie et je pense que j'ai besoin de ça pour me sentir pleinement épanouie aussi. Et je parle pas forcément de... Je vois pas ça comme un devoir vis-à-vis de moi, genre faut que je fasse ça pour être une bonne citoyenne ou je sais pas. Non, c'est une envie profonde en fait, d'être dans la vie d'autres enfants, un peu comme une instit. Instit, j'aurais aimé, c'était à la base c'était le boulot que je voulais faire, hein. Mais être dans la vie d'autres enfants et essayer de leur apporter un peu ma vision des choses. Ce que je fais avec vous, mais pouvoir le faire en vrai, IRL, avec des êtres humains avec qui tu crées un lien dans les yeux, tu vois, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Et ce film me l'a rappelé, alors je l'ai jamais oublié, hein, c'est toujours un peu en moi, tu sais, comme, pas un regret, mais un rappel, j'ai toujours un petit truc là, tu sais, qui se noue un peu, souvent quand j'y pense à ça. Et du coup, le film me l'a fait ressentir un peu plus fort que d'habitude, on va dire, ce petit nœud-là. C'est pas ce regret, mais ce manque, plutôt. Et ça m'a rappelé à quel point ça me tenait à cœur comme envie. Donc, ouais, c'était un très bon film, voilà. Et qui parle d'une réalité présente, sans en faire trop, j'ai trouvé, qui était juste. Et il faut quand même ça serait bien qu'on n'oublie pas que ça existe. Et que les gens, quand on dit qu'on renvoie des gens chez eux, ou que cette pression-là de trouver des papiers, de trouver un boulot, des gens la vivent vraiment, quoi. C'est juste bien de le savoir et d'en avoir conscience. Et j'ai terminé mes favoris du mois et je suis à plus de 30 minutes de rush, ça va être une longue vidéo, mais en même temps vous êtes habitués. En moment heureux, en fait c'est un peu le flou parce que ce mois-ci ça a été tellement à la course tout le temps, c'est vrai que j'ai pas de favoris de bouffe. Si, j'ai acheté une brioche à la fleur d'oranger, à un moment c'était très bon, mais est-ce que c'est vraiment... J'ai même pas la rêve, tu vois. J'ai rien acheté du tout en termes de loisirs, de produits, de machin. Parce que, quand je suis pas allée dans le centre du tout. Je suis pas allée chez ma copine sorcière au centre-ville. Enfin voilà, c'était un peu la piquette au niveau des sorties, du shopping, etc. Au niveau des fringues, j'ai rien acheté depuis une éternité. Et au niveau de ma vie personnelle, y a l'appartement, quoi. En fait, ma vie tourne autour de ça pour le moment. J'ai également eu de très beaux moments au quotidien, j'essaie d'avoir des journées douces avec Bébou, il y a Princesse qui est venue aussi pour nous aider à déménager, c'était super cool, on s'est fait un indien après, c'était trop bon, on s'est fait un restaurant indien, pas un indien, enfin on n'a pas fait une partouze, vous avez compris, mais du coup voilà, j'ai eu plein de jolis moments, mais en moments heureux et marquants on va dire, ça serait évidemment, je dirais, la remise des clés de l'appartement.
La rencontre des voisins aussi, parce que j'ai un voisin de palier super pipou, et j'ai pu croiser quelques autres voisins du coup du hall qui ont l'air super sympas aussi, donc ça c'est cool. Mais voilà, donc en gros ma vie tourne autour de l'appart pour le moment, et ça sera aussi ça le mois prochain. Mais c'est cool, en vrai c'est vachement cool, c'est quand même un cap énorme d'avoir son appart, et d'être propriétaire quoi. Même si ça implique d'avoir 1 million de trucs à penser, quand on achète du neuf, putain c'est fou. Tous les artisans qui doivent revenir, les rendez-vous, les machins, bref. Je vous fais plein de bisous en tout cas. J'ai hâte de savoir vos favoris du mois à vous. Est-ce que vous pensez des miens? Est-ce que ça vous a donné envie de découvrir certaines petites choses dont je vous parle? J'espère. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et prenez bien soin de vous. Mouah.